de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast de femme à femme, nouvel épisode. J'accueille aujourd'hui une femme, je ne sais pas si elle vit dans un pays merveilleux, mais en tout cas quand elle en parle avec un tel amour que ça donne réellement envie. Mais c'est comme lorsque moi, je parle de mon île, la Guadeloupe, qui est la plus belle, mais pour elle, son pays à elle, c'est le plus beau. Bonjour Alice. Bonjour Hélène. Quand tu me parles de la Guyane, franchement, mais waouh quoi. Ouais, j'irai même encore plus loin. Moi, ma terre s'appelle Amazonie. En plus. Guyane, c'est le terme que les colons ont donné administrativement entre deux fleuves. Mais en ce qui me concerne, je suis chez moi d'un côté comme de l'autre de chaque rive. Donc voilà. Voilà. Amazonienne tu es, amazonienne tu resteras. Tout à fait. C'est comme ça que j'ai choisi de m'incarner, apparemment. Merci d'être venue à moi, Alice. Merci à toi pour l'invitation. Je n'y attendais pas du tout. Mais écoute, oui, parce que j'aime cette énergie que tu dégages. Et j'avais envie, je sentais qu'il y avait des choses qu'il fallait que tu partages et qui pouvaient être entendues par d'autres femmes, accueillies par d'autres femmes. Voilà, donc dis-nous justement ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui. Quand tu m'as contactée, effectivement, c'était pour raconter mon histoire. Mon histoire, ça fait pas très longtemps que j'en parle ouvertement. Et le fait d'en parler ouvertement, pour moi, c'est un acte militant presque, de faire du sens sur ce qui m'est arrivé. Et en 2010, en décembre 2010, à l'aube de mes 20 ans, j'ai vécu 3 agressions sexuelles. 3. 3, dans la foulée. Évidemment, les gens ne s'arrêtent pas à une, tu vois. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Mais c'était le même agresseur? La même personne, oui. Waouh. La même personne. Et en fait, de réaliser que, ouais, c'est quand même 3 actes, c'est quand même beaucoup, puisque, mais tout finit par faire du sens avec des années de thérapie, avec des accompagnements, puis avec ma réflexion aussi. On finit par comprendre que la personne se sent légitime de pouvoir continuer quelque chose qu'elle estime être tout à fait normal, en fait. Et qu'il ne peut même pas supposer qu'il puisse y avoir une opposition, qu'il puisse y avoir même une question de consentement. Et je pense que c'est la plus belle leçon, en fait, de cette histoire-là, c'est de se rendre compte que vivre des agressions sexuelles, ça nous met face à notre pouvoir de décision. Au pire de ce qui peut être, puisque là, il est complètement nié, mais ça nous met face à qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on ne décide pas dans cette société-là. Qu'est-ce que la société admet qu'on puisse décider ou pas. C'était quelqu'un que tu connaissais, Alice? Oui, c'était quelqu'un que je connaissais, c'est un ami que j'hébergeais dans ma chambre d'étudiant. Donc, voilà. Donc quelqu'un à qui tu faisais confiance? Tout à fait. En plus, j'étais moi dans une période où j'étais étudiante, donc voilà, il se passe pas mal de choses quand on est étudiant, il y a beaucoup de pression, voilà. Donc j'étais un peu je vais pas dire que j'étais fragile, ça a beaucoup été un discours aussi pour moi autoculpabilisant, de dire t'étais fragile, t'étais seule, t'étais ceci, cela. Non, j'étais dans une phase de ma vie où il y a eu des signaux qui ont laissé penser à cette personne-là que j'étais une proie facile en fait. Quand on a un comportement prédateur, on sait identifier la gazelle isolée. Oui, la gazelle isolée, oui. Même si la gazelle ne donne pas de signaux d'ailleurs. Mais le Ben, fait en qu'elle fait, soit isolée... tout est une question d'interprétation, encore une fois. C'est-à-dire que sur un contexte donné, on prend 2 personnes, on les met dans une pièce en fonction de leurs présupposés sociaux, moraux, humains, personnels, spirituels, peu importe. Il va se passer ou il ne va pas se passer quelque chose. J'aurais très bien pu me retrouver dans la pièce avec quelqu'un de profondément religieux, par exemple, pour qui l'acte intime était hors de son imagination, par exemple. Mhm. Donc, encore une fois, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu.
Et il se trouve que cette personne-là s'est sentie en droit d'abuser de moi dans mon sommeil. Voilà. C'est-à-dire que pour cette personne-là, quelqu'un qui dort est quelqu'un de disponible. À cette époque-là, à cet instant T-là. 3 fois. 3 fois. La première fois quand je dormais, la deuxième fois sous l'effet de l'alcool et je pense autre chose puisque je n'étais pas du tout dans un état normal, on va dire. Donc quand j'ai déposé plainte, le parquet a retenu l'éventualité d'une soumission chimique. Donc c'est sur ça aussi que l'enquête s'est basée. La troisième fois, pareil, avec de l'alcool et un état de demi-sommeil. Sauf que je pense que cette troisième fois-là, la première est tellement, c'est tellement dévastateur dans le psyché de quelqu'un, dans ce qui se passe dans sa tête, c'est tellement dévastateur plus rien n'a de sens par la suite en fait. On perd complètement tout repère, tout sens des réalités. J'ai mis beaucoup de temps à sortir du déni parce que j'ai eu 6 mois de déni par la suite. C'est-à-dire que c'était tellement absurde. C'est absurde. Vous êtes en train de dormir, vous vous réveillez et le pantalon est enlevé, la personne est sur vous, vous êtes sur le ventre. La personne est en vous même. C'est extrêmement violent. Ah oui, c'est extrêmement violent et c'est pour la psyché un moment où moi, par contre, j'ai vraiment vécu cette dissociation de l'esprit parce que il faut à un moment donné se raccrocher à quelque chose qui fait sens. Ce qui m'a frappée, en fait, c'était la phrase obsessionnelle que j'avais, c'était de me dire c'est comme si c'est ton mec, c'est comme si c'est ton mec, c'est comme si c'est ton mec. En fait, il n'y avait plus rien qui faisait de sens. C'était qui est cette personne, pourquoi elle fait ça, et comme il n'y a pas de réponse, on ne vous a pas posé de questions, donc vous-même, vous ne pouvez pas vous poser de questions. Il faut trouver un sens quelque part. Et je pense que ce qui m'a guidé, en fait, mon espèce d'étoile du Nord dans tout ça jusqu'à maintenant, ça a été trouver un sens. Trouve un sens sur ce qui se passe, trouve un sens sur ce que tu vas en faire, trouve un sens parce que si tu trouves pas un sens, tu vas devenir complètement folle. Et le lendemain matin, il se passe rien. En fait, c'est un non-sujet, c'est un non-événement, il y a personne qui en parle, moi, je sais même pas trop si c'est vrai, si c'est moi, si c'est est-ce que Mais cette personne, mais en tu fait, as continué à je l'accueillir? sais que c'est vrai. En fait, j'étudiais à l'étranger et encore une fois, c'est ce que j'ai répondu aux enquêteurs. Ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous l'avez pas viré de chez vous, en fait? Parce que, je répète, encore une fois, il n'y a plus rien qui a de sens. Ouais. Et il faut se raccrocher à une espèce de normalité. Donc, cette personne était venue me voir. On avait un programme pour visiter l'endroit où j'étais. Donc, on a continué le programme. En fait, show must go on. Parce que si show ne continue pas, tout s'écroule. Tout s'écroule. Et j'ai pas envie, en fait, de m'écrouler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a fait ça. À chaque fois, il y avait un soir d'intervalle, en fait. La première semaine, j'y restais 2 semaines. Et en fait, à la fin de la première semaine, donc après la troisième fois, je suis tombée malade. Mais malade, j'ai mais ton rarement corps a été malade réagi. comme Non, ça. ton corps Mon a réagi. corps a réagi. Et mon corps m'a protégée, en fait. Et, mais je crachais la mort. C'était horrible. C'était le truc le plus abominable du monde. Et je suis tombée malade. Après, quand il est parti, je l'ai raccompagné à l'aéroport. Et dans le car qui me ramenait chez moi après l'aéroport, j'ai fondu en larmes. Et en fait, j'ai pas arrêté de pleurer pendant des mois. Combien de temps après as-tu porté plainte? 10 ans. 10 ans? 10 ans après. C'est-à-dire que après cette période-là, il y a une période de 6 mois où j'étais dans le déni. Dans le déni total. Je suis rentrée en dépression. Je suis rentrée en dépression. La personne avec qui j'étais à l'époque était apparentée avec mon agresseur et était censée être là, en fait, à ce moment-là, sauf qu'elle n'a pas voulu venir au dernier moment, je sais pas pourquoi. Donc, mais elle a soupçonné qu'il se passait quelque chose. Elle m'a dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec un tel? Je lui ai dit oui. Mais je savais pas quoi, en fait. J'avais beaucoup de difficultés à expliquer quoi. Je savais dans les faits, matériellement, techniquement, biologiquement, mais je savais pas quoi en termes de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Oui. Parce que j'avais quelqu'un, parce que cette personne savait que j'avais quelqu'un, que cette personne était apparentée à mon quelqu'un, que voilà, pour moi, où est le flou, en fait? Pour moi, je ne comprenais toujours pas cet acte-là. Et donc, forcément, mon compagnon s'est énervé, machin. Et quelques temps après, il est revenu dessus et il m'a demandé de lui raconter en détail. Et c'est lui qui a commencé à poser des mots. Il m'a dit, Alice, tu sais que ça s'appelle un viol. Ça porte un nom. Et là, en fait, il n'y a plus de déni possible. Là, c'est le rideau s'effondre. Enfin,
oui, c'est la vérité. Donc j'ai confronté cet agresseur-là par téléphone. Cet agresseur s'est excusé platement. Voilà, ça sonnait pas vraiment correct, mais bon, il peut pas excuser. Donc il a reconnu les faits. Et ensuite, quand je lui ai dit que son cousin était au courant, j'ai eu droit à des insultes, j'ai eu droit à pas mal de choses pas très sympas. Par la suite, la personne avec qui j'étais a préféré que nous n'en parlions plus. Et donc, c'est ce que j'appelle la double sentence. Oui, parce que tu es reparti dans un silence. Imposé. Une espèce de chape imposé. Qu'on t'a posée dessus, une chape de plomb qu'on t'a posée dessus. C'est-à-dire que dans la psyché, je pense qu'à ce moment-là, moi, ce que je comprends, c'est honteux, déjà. C'est quelque chose dont on ne doit pas parler. Il me dit, j'ai réglé la chose avec lui directement, donc il n'y a même plus besoin d'en reparler. Donc je me dis, ok. Donc ça se règle pas forcément en justice. Et ensuite, démerde-toi, en fait. Parce que justement, si on n'en parle pas, toi, dans cette bombe atomique qui a explosé dans ta tête et dans ta vie, tu dois ramasser les morceaux. Je disais hier dans un live que j'ai fait, c'est comme si tu fais un puzzle dans ta chambre et tu as une pièce qui est dans le salon, une pièce qui est dehors, une pièce qui est dans la niche du chien, une pièce qui est dans la salle de bain. Tu construis tes trucs et là, il manque une pièce. Faut aller la chercher. Et c'est long. Tu sais pas c'est laquelle, tu sais pas dans quelle pièce elle est, tu sais pas. C'est compliqué. Donc, il y a tout qui vole en éclats, en fait. À quel moment as-tu commencé une thérapie? En fait, j'ai commencé une thérapie 4 ans après, parce que je travaillais et de nulle part, j'en ai parlé à une collègue. Une dame âgée. En fait, une dame près de la retraite. Et puis, je lui ai dit, tu sais, au fait, je me suis fait violer quand j'avais 20 ans, comme ça. Entre deux trucs. Et c'est la première personne qui a réagi en me donnant le numéro d'une kinésiologue. Et qui m'a dit, peut-être que la thérapie va pas fonctionner avec toi, la thérapie classique, le psychologue. Parce que c'est tellement profond et c'est tellement douloureux que, vu comment t'en parles là, de manière complètement détachée, le mental bloque tout. Donc, il faut aller faire parler le corps. Et donc, j'ai commencé de la kinésio. Il a fallu 4 séances avant d'arriver à ce point-là. Et ça a été une séance de 2 heures complètement en larmes, extrêmement difficile. C'est ce qui m'a permis de commencer à en parler aux personnes, à commencer à en parler à mes parents qui ne savaient pas. Donc, j'en ai parlé à mes parents en 2016, donc 6 ans après. Quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai averti mon compagnon de l'époque que je commençais à en parler, en lui faisant comprendre gentiment que c'est moi qui décide si j'en parle ou pas. C'était toujours le même, c'est-à-dire le cousin. C'était toujours le même, ouais. C'était toujours le même. Par la suite, voilà, il a fallu commencer à en parler. J'ai continué la thérapie. Il est arrivé un moment où, voilà, donc après, avec mon compagnon, on a eu un enfant. Et j'ai été amenée à recroiser cet agresseur-là dans un cadre familial. C'est là que j'ai compris qu'en fait, même si tu penses que le temps a passé et que tu as commencé à en parler et que tu as commencé ta thérapie, tu recroises la personne. Quand elle m'a vue, cette personne-là m'a fait ah, salut, ça fait longtemps. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. En fait, c'est un non-sujet. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai passé cette journée, je peux te dire, prostrée dans un coin avec mon bébé sur les bras. Ne me regardez pas, ignorez-moi, ne me touchez pas, surtout n'approchez pas mon enfant, s'il vous plaît. Et puis tout se passait normalement, quand tout le monde parlait et tout, il y avait que moi qui était dans mon... Et je me suis sentie profondément seule, en fait. Et quand je rentre chez moi, mon compagnon de l'époque, il me dit, y a quoi, qu'est-ce que t'as et tout. J'ai dit, mais attends, la seule personne à savoir de ce côté-là de la famille, enfin, comment tu peux me dire ça? Et en fait, il a haussé les épaules comme si c'était important, quoi. Oui, comment tu fais pour, après tout ça de temps, ne pas être passé sur ça, quoi? C'est ça, quoi. On a dit en fait, il n'a pas compris la gravité des faits. Non, il n'avait pas les ressources pour ça, je pense. Je pense qu'il n'avait pas du tout les ressources pour ça. Moi, quand ça s'est passé, j'avais 20 ans, lui, il en avait 22. Sachant que l'adolescence se termine vers 25 ans, il n'était pas du tout équipé pour ça. Par contre, quelques mois après, évidemment, notre relation n'a pas tenu parce que pour moi, c'était hors de question. Ce jour-là, j'ai décidé que c'était hors de question de subir ça, en fait. Que j'allais pas m'infliger ça toutes les 5 minutes. C'était bien gentil, mais que si c'était ça, le contexte familial dans lequel je devais élever mon enfant, ça serait sans moi, en fait. Donc, j'ai commencé à vraiment parler avec lui. Il en a parlé à ses parents, donc il a commencé à vraiment prendre mon parti, mais c'est terminé, en fait, la relation était terminée. C'était trop tard, en fait. Tu avais déjà tourné la page dans ta tête. Dans ma tête, voilà, et puis
c'est ce que je lui ai dit à un moment donné. Hein. Je lui ai dit, je pense que quand on a mis un squelette dans le placard, à un moment donné, il décompose, quoi. Donc, il y a pas lieu de ressortir des vieux os toutes les 5 minutes. Pour moi, j'ai besoin d'intégrer ça. Et ce jour-là, je lui ai dit qu'à un moment donné dans ma vie, je déposerai plainte. De là se passe à peu près, c'est en 2010, non, c'est pas en 2018, en 2000, j'ai eu 30 ans en 2020. Et en décembre 2020, donc c'était, parce que les agressions se sont passées un peu avant mon anniversaire. Donc, c'est vraiment cette période-là. Et j'ai réalisé plusieurs choses. D'abord, j'ai réalisé en thérapie que pour moi, mon anniversaire devait toujours être grandiose, il devait toujours se passer un truc extraordinaire. Comme si j'en faisais des caisses. Et pour mes 30 ans, j'avais plus d'idées. J'étais là, mais je veux juste ma famille et un gâteau, en fait. C'est tout. Et ça ne te Et je me ressemblait suis pas? surprise moi-même à me dire, mais pourquoi, en fait? Et en thérapie, j'ai fini par comprendre que je commençais à tourner la page, en fait. Et j'avais besoin de tourner une page. Et je me suis dit, là, ça va faire 10 ans. J'ai pas envie de passer tous les ans, le 19 décembre, à me dire que c'est l'anniversaire de mon agression. J'ai pas envie de passer X années à chaque fois à me dire ça. Et en fait, je veux pas porter ça une année de plus. Du coup, je voulais pas passer une année de plus à porter ça toute seule. Et en décembre 2020, j'ai contacté une association d'aide aux victimes dans le but de déposer plainte. Et donc, ils m'ont accompagnée, ils m'ont expliqué le processus quand ça fait longtemps. Même si le délai de prescription, il est encore là. Hein. Il y avait pas encore de prescription, justement. C'est quoi le délai de prescription, justement? C'est 20 ans. D'accord, ok. Pour les agressions sexuelles sur majeurs, c'est 20 ans. Pour les agressions sexuelles sur mineurs, c'est 20 ans à partir de la majorité. Donc, ça veut dire que si on a été agressé à l'âge de 5 ans, on a jusqu'à l'âge de 38 ans pour déposer plainte. Et donc, ils m'ont accompagnée. J'ai écrit un courrier au procureur de la République, du tribunal de Cayenne. Il se trouve que cette personne était en Guyane et donc le procureur a décidé d'instruire l'affaire. Donc en 2021, j'ai déposé plainte et toute l'année 2021, en fait, ça a été ça. Ça a été aller faire mon première audition à la gendarmerie qui a duré 4 heures, à ressortir les faits, ressortir les dates. C'est lourd, ça. C'est très lourd. Je sais pas ce jour-là, je sais pas comment je suis rentrée chez moi. J'étais en pilote automatique avec ma voiture. Je tenais pas debout. Ils m'ont dit, madame, on peut vous déposer et tout. Je dis non. Je rentre chez moi. Mais c'est surtout que j'ai une petite fille et je veux pas qu'elle porte ça. Je veux pas qu'elle arrive à un moment donné à se dire, ah, mais pourquoi ma maman, elle a pas déposé plainte? Qu'elle sache que j'ai fait tout ce qui était possible pour moi, à mon niveau, pour me libérer et la libérer, en fait. Et arrêter, en fait, avec cette malédiction générationnelle qui touche beaucoup de familles et beaucoup de lignées féminines, justement. On a nos mamans qui se sont fait abuser, nos grands-mères qui se sont fait abuser. Et nous, on arrive là, et puis il nous arrive des trucs, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce qu'on perpétue le cycle du silence, ou est-ce que on essaye quelque chose, en fait, de nouveau, qui va casser la lignée à un moment donné? Donc, j'ai fait ça. Ensuite, cette personne a été en garde à vue. Pendant cette garde à vue, on m'a demandé de faire une confrontation. Donc, j'ai eu une confrontation avec mon agresseur. Il faut être blindé dans sa tête, je pense. En fait, je pense qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Et quand on sait pourquoi on le fait, ça passe. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Il y a eu des moments très, 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 très difficiles. La confrontation a duré combien de temps? Elle a duré 1h30. Waouh. Une heure et demie. 1h30. En fait, il faut être lucide sur le système judiciaire. Je pense qu'il faut pas en disant qu'il faut pas leur faire confiance ou quoi, mais il faut vraiment être lucide et savoir à quoi sert chaque étape, en fait. Il faut vraiment se renseigner. Moi, j'ai un avocat, donc je lui ai posé toutes les questions qu'il fallait. Il m'a vraiment coaché, en fait. Ce que je disais, j'avais mon conseil de guerre, j'avais ma thérapeute, mon avocat et l'association qui me suivait. Et donc, avec ces 3 entités-là, je me préparais à chaque étape, en fait. Le dépôt de plainte, mon avocat a relu ma lettre. Au niveau de tout ça, en fait, c'était important d'être accompagné. Lors de la confrontation, tu as le droit d'avoir ton avocat avec toi ou pas? Tu as le droit, sauf si... Mais pour ça, il faut que l'autre personne ait aussi son avocat. D'accord. C'est-à-dire que si l'autre personne n'a pas d'avocat, moi, je ne peux pas amener le mien. D'accord. C'est pas loyal, en fait. Et apparemment, l'avocat de l'autre personne avait estimé que ce n'était pas nécessaire. Donc, il n'était pas représenté. Moi, mon avocat, du coup, m'a dit, là,
on y va. Mais il m'a parlé juste avant, en fait, vraiment juste avant, pour me faire comprendre un peu ce qui était attendu de moi, à quoi sert cet exercice, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit on a le droit de pas répondre à certaines questions, etc. C'est un exercice qui est pas facile, la confrontation, parce que l'objectif n'est pas d'attaquer l'autre personne. Et ce que j'aimerais que les personnes qui nous écoutent comprennent, c'est que ma démarche dans le dépôt de plainte n'était pas d'attaquer quelqu'un, mais de remettre à la justice le soin de porter mon histoire. Parce que je voulais plus que ça m'appartienne à moi toute seule dans mon coin avec mes cauchemars, avec mes idées noires, avec mes triggers, en fait, mes déclencheurs. Des fois, bah oui, c'est une situation anodine qui vont vous faire penser à un truc, que vous êtes paralysé, que vous pouvez plus bouger. Et je voulais plus ça, en fait. Ça m'intéressait pas. Et je voulais au contraire en finir avec ça pour pouvoir en parler, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir sensibiliser, en fait. Pour pouvoir trouver quelque chose dedans qui vaille la peine que ça se soit passé, en fait. A-t-il été condamné? Non. J'ai eu droit à un classement sans suite. Enfin, l'affaire a été classée sans suite. Ce qui est assez intéressant dans mon cas, c'est que j'ai eu un classement sans suite, malgré, et c'était écrit sur le courrier que j'ai reçu, malgré un rapport psychologique mettant en évidence un traumatisme certain. Et ce qui me fait penser qu'on est encore dans une société où... Mais il y a de l'incohérence, en fait, au niveau de la justice, là. Voilà. Mais c'est ça. Parce qu'on est dans une société où on va classer sans suite pour absence de preuves matérielles, parce qu'on n'a pas de preuves matérielles d'ADN, de quoi que ce soit. Mais on sait qu'on a un traumatisme certain, pouvant être mis en lien avec les faits évoqués, mais ça ne constitue pas une preuve suffisante pour envoyer quelqu'un en cour d'assises. Et c'est frustrant, c'est très frustrant, alors, mais c'est la réalité. En exagérant un peu, une femme, quand elle se fait violer, alors faut qu'elle pense à faire un petit prélèvement, rapide. Faut qu'elle y aille tout de suite. Faut qu'elle y aille tout de suite, qu'elle fasse tout de suite le prélèvement. Ensuite, elle tombe en dépression. Elle a le rapport psychologique. Et en fait, avec le rapport psychologique, plus le petit prélèvement qu'elle a gardé précieusement, elle pourra enfin avoir un résultat quant à son agression. Peut-être. Et j'ai bien dit peut-être, parce que encore une fois, c'est laissé à l'appréciation de chaque procureur. Ce que me disait l'association qui m'a suivie, c'est que très souvent, les cas de violences sexuelles sont instruits lorsqu'il y a des violences physiques avec. C'est-à-dire, la personne se fait tabasser puis violer. Là, elle est à l'hôpital, donc il y a les EMJ, il y a l'UMJ qui passe, l'unité médico-judiciaire, qui fait des constats, des prélèvements des rapports, ensuite elle voit le psychologue, et de là, ça part au procureur, et de là, la personne peut être interpellée. Donc, j'exagère encore une fois un petit peu. Donc, mesdames, si vous faites agresser sexuellement, il faut surtout dire, pense à me battre en même temps. Est-ce que tu me fais des bleus? Est-ce que oui. C'est ça, en fait? Oui. Ça veut dire que dans ce genre de configuration, le viol conjugal n'est pas reconnu. Clairement. Or, il existe. Et oui, or, il existe. Parce que la définition juridique du viol, c'est tout acte d'ordre sexuel, je ne me rappelle pas les termes exacts, mais qui sont non consentis. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu recueillir de consentement. L'absence de consentement égale viol. Oui. C'est ce que je dis souvent, hein. Quand c'est pas oui, c'est non. C'est tout. C'est quand c'est pas oui, c'est non. Tant que t'as pas entendu oui, c'est non. Si t'es pas capable d'entendre oui parce que la personne est fatiguée, parce qu'elle est endormie, parce qu'elle est bourrée, parce qu'elle est sous l'emprise de la drogue, parce que quelqu'un lui a défoncé le crâne, bah c'est non. Tu vois. Comment te sens-tu aujourd'hui, Alice? En paix. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Avec moi-même. J'ai fait tout ce que je pouvais faire et c'est ce que j'ai même consolé la personne de l'association qui m'a annoncé mon classement sans suite. Parce que elle était pas bien. Elle m'a dit, madame, vous vous rendez compte, on a 20 ans de prescription, mais au bout de 10 ans, on vous envoie qu'il n'y a pas de preuve matérielle, ça n'a pas de sens, blablabla. Mais moi, en fait, ma victoire, elle n'était pas là. Ma victoire, elle était dans le fait de déposer plainte. À partir du moment où j'avais déposé plainte, le reste ne m'appartenait pas. Mmh. Et ça, j'ai été très claire là-dessus dès le début, en fait. J'attendais pas qu'ils finissent derrière les barreaux. En ce qui me concerne, toutes les personnes autour de moi, moi-même incluse, en fait, on est tous dépendants de la banque du karma. On est tous liés les uns aux autres par rapport au karma.
à partir du moment où nos actions vont amener des choses bénéfiques qui vont pouvoir, entre guillemets, alimenter notre compte à la banque du karma, ben, on est tranquille. À partir du moment où on fait des choses qui font du tort à quelqu'un, que cette personne vous le dit en face et que vous trouvez le moyen de lui dire « Ah non, bah, c'est pas du tout ça, machin », quand même supposer que ça soit réellement le cas, c'est-à-dire qu'on ne suppose même pas que la personne ait pu dire non, en fait, et que nous ayons mal compris les choses. C'est ce que j'ai souvent raconté. À l'issue de cette confrontation-là, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est pas tant les explications fallacieuses, les mensonges, les ceci, cela. Pour ça, à la limite, c'est chacun qui connaît sa vérité. Je rentre même pas dans ça. Surtout que 10 ans plus tôt, il s'est excusé. Oui, continue. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai fini. Moi, je finis par en disant, il sait ce qu'il a fait. Moi, ça m'intéresse pas. Mais ce qui est intéressant, en fait, de voir à un niveau systémique, c'est qu'il y ait un genre, en fait, qui soit élevé et par la société dans l'absence de conscience qu'il puisse y avoir un non. C'est qu'ils sont élevés en partant du principe que ça sera oui. Et quand l'autre personne en face qui est d'un genre opposé, et donc on dit les genres sont opposés, ils ne sont pas vraiment opposés, mais c'est ce qu'on dit dans la langue, mais moi je dirais que c'est un genre opprimé. Quand on est dans un genre opprimé en face, qui lui fait comprendre que, en fait, là, tu as peut-être mal compris, tu as peut-être mal interprété, au mieux. Au pire, tu as fait un truc qui n'était pas correct. Ça, c'est même pas audible. C'est-à-dire, aux questions que lui posait la gendarmerie, il ne pouvait même pas répondre sur ça. C'était très compliqué d'admettre que peut-être il ait pu se tromper. Et c'est ce que j'avais dit à un moment donné à mon frère. Je lui avais dit, si jamais dans ce bureau-là, il m'avait dit, je me suis peut-être trompée, j'ai peut-être mal interprété, je me serais dit, il y a de l'espoir. Sur le plan systémique, il y a de l'espoir. Mais pour moi, ça m'a juste montré qu'on est encore dans des rapports d'oppression de genre. Parce qu'à partir du moment où la personne en face n'a même pas son mot à dire, c'est grave. C'est grave. Parce qu'on peut faire tout le tort du monde. C'est comme si quelqu'un vient dans la rue, il te vole ta chaîne. Et toi, t'es là, mais t'as volé ma chaîne et tout. Je te dis, mais t'as une chaîne. Genre, il comprend même pas que tu lui es... Tu vois, tu vas lui dire, mais tu m'as volé mon bien, c'est à moi. Tu vois. Et l'autre, il va te dire, mais tu l'avais autour du cou. Genre, dans sa compréhension du monde, il peut l'apprendre. Toi, dans ta compréhension du monde, t'as volé un truc, tu vois. Mais c'est exactement pareil. Et donc, dans cette compréhension du monde-là, on peut le faire. Et on peut pleinement partir du principe que, et donc agir. Et c'est ça qui est dramatique. Donc moi, ma victoire, c'était déjà de déposer plainte. Parce que dans la réalité dans laquelle on est, dans ce système dans lequel on est là, déjà arriver à faire ça est une très grande victoire. Oui. Et c'est pas être défaitiste, c'est pas dire, ah, de toute façon, ça sert à rien, la justice. C'est pas vrai. Il y a des systèmes, il y a des juridictions qui sont avec les moyens qu'ils ont, avec l'argent qu'ils ont aussi, parce qu'il y a des juridictions comme Cayenne, pas beaucoup d'argent, c'est une réalité, il y a peu de magistrats. On est en ce moment en Guyane, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était dans un système d'urgence, c'est-à-dire que le tribunal ne traitait que les urgences. Donc tout ce qui était, entre guillemets, pas urgent. Oui, parce que pas les moyens de traiter toutes les affaires. Ça attend, parce que pas les moyens et pas le temps. Moi, j'ai attendu pour la garde de ma fille, j'ai attendu une date d'audience pendant 1 an. 1 an. Juste pour un dossier à faire familial, de trucs bêtes et méchants. 1 an. Donc, on va pas venir me dire, Madame Artemann, même si vous avez un super dossier psychologique qui prouve que nanana, ben on lance une enquête. Non, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens, il n'y a personne pour le faire. Et c'est une réalité. Mais pour être à l'aise avec cette réalité, il fallait que moi, je donne un sens différent à mon acte. Pas parce que la frustration, la colère, etc., je n'en veux pas sur mon chemin. Ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Et c'est normal. Quelle est la suite pour Alice? La suite. Tu as tourné une page? Je ne sais pas si j'ai tourné une page, mais en tout cas, j'ai réécrit l'histoire. Ça, c'est sûr. Parce que je suis passée et je regarde souvent cette image avec amour, j'ai beaucoup de compassion pour Alice de 2010-2011. Parce que Alice de 2011, elle était assise devant son miroir, habillée tout en noir, je mangeais plus. Je faisais beaucoup de choses pour me faire beaucoup de mal. Et je pleurais. Et je pleurais devant le miroir, je me regardais en pleurant. C'était une image qui me marque beaucoup de moi-même, que j'étais devant le miroir, donc je me voyais. Et c'est comme si je ne me voyais pas. Comme s'il n'y avait rien,
en fait. Ça me fait plus de la peine. J'ai beaucoup de compassion pour elle. Et quelquefois, dans mes exercices d'écriture, dans la manière dont je chemine vers ça, je retourne la voir et je lui parle. Je m'assieds à côté d'elle et je lui parle. Je lui raconte tout ce qu'elle a fait par la suite. Je lui raconte tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a vaincu, tout ce qu'elle a démonté, tout ce qu'elle a déconstruit pour être la personne qu'elle est en 2022-2023. C'est pour ça, à ce moment précis-là, je disais ça encore hier dans le live qu'on a fait sur Instagram avec Milena et sa fille, on parlait du respect du corps. À ce moment précis de ma vie en 2010-2011, c'est comme si je ne vis qu'à moitié, il y a une moitié de moi qui existe. L'autre moitié, elle est enfermée dans une cage tout au fond et elle se tape la tête contre les barreaux. Et je sais qu'elle est là, cette moitié un peu hideuse là, qui n'a vraiment pas plaisir à voir. Et de temps en temps, je descends la voir, mais c'est insoutenable en fait, tu vois. Donc j'avance dans la vie comme ça avec une moitié. Donc il y a des bribes de choses que je sais, il y a des trucs dont je me rappelle, et on est tellement vulnérable comme ça parce que tout et n'importe qui peut venir faire cette autre moitié-là. Tout et n'importe quoi peut venir se greffer. Ça peut être des addictions, ça peut être des comportements qui vont vous isoler de votre famille, qui vont vous isoler de ce qui fait du sens. Vous allez complètement perdre pied avec vous, en fait, avec qui vous êtes. Et en fait, là, maintenant, 10 ans après maintenant, d'ailleurs, j'ai réconcilié ces deux-là. J'ai ouvert la porte de celle qui était dans la cage avec toi. Et il a fallu que j'aille la regarder en face. Au moment où je l'ai regardée en face, c'était juste après la confrontation. Et c'était un moment où j'étais chez ma maman. Donc, elle avait emmené ma fille faire une promenade. Et là, je regarde les arbres chez ma mère. Il y a de très grands arbres chez elle. Et je me dis, il faut surtout pas qu'il y ait une corde à côté de moi. C'est le point le plus sombre. Et en fait, c'est là que j'ai compris que j'avais ouvert la cage. Elle était sortie, en fait. La version la plus sombre, la plus détruite, la plus hideuse de ce que j'étais, était sortie. Et là, c'est compliqué. Là, il faut la regarder. Et là, il faut lui envoyer de l'amour. Il faut lui dire que ce qu'elle a vécu n'était pas de sa faute. Que ce qu'elle a vécu était injuste et qu'on est en train de se battre, justement, pour rendre ça, renvoyer la balle, là, à la personne qui a envoyé la balle. On lui renvoie ses affaires. On dit, je veux pas de ça. Et c'est ce moment précis où on peut commencer à guérir. Et ce moment précis où j'ai vu, là, les armes, je me suis dit, ouais, peut-être là que ça s'arrête là. C'est parce qu'elle était sortie de sa cage. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de cage, il y a des personnes réunifiées. J'ai réappris des choses toutes bêtes, faire mon lit le matin, des choses que j'avais oubliées, tu vois. C'est des choses, les réalités des personnes agressées. On oublie des choses simples. Faire son lit le matin, avoir des routines qui nous font du bien, construire des choses de développement personnel m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et j'en ai fait ma mission d'accompagner et d'aider les personnes qui veulent prendre ce chemin-là, mais en étant lucides sur leurs intentions. Parce que beaucoup de personnes, suite à mes débuts de prise de parole, viennent me voir. Allez, j'ai vécu la même chose. Allez, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et j'écoute et je leur dis que je les crois. Parce que rien que ça, il y a besoin qu'on banalise ça. Dire à une victime d'agression sexuelle, je te crois. Ce que tu as vécu est réel. C'est pas dans ta tête seulement. Donc c'est ça. Maintenant, Alice, par la suite, c'est une personne réunifiée. C'est une personne qui déconstruit encore un peu plus les rôles de genre, qui déconstruit beaucoup les schémas de genre. C'est pour ça que je te dis, j'ai accepté de participer au podcast et je ne m'identifie pas comme une femme. Parce que pour moi, ce genre, tel qu'il est défini là maintenant, est oppressant, est oppresseur. Donc, je chemine vers une autre définition de moi. Mais en tout cas, je suis une personne afro-amazonienne qui reconnaît justement l'oppression des personnes qui se définissent comme femmes. Toutes les personnes d'ailleurs qui se définissent comme femmes, qu'elles soient cisgenres, qu'elles soient transgenres, qu'elles soient racialement blanches ou non blanches, qu'il y ait des schémas d'oppression comme ça qui se perpétuent depuis des siècles sur nos territoires, en Guyane certainement, en Guadeloupe aussi, mais que tous ces schémas-là sont liés à nos histoires communes et qu'il y a besoin d'aller regarder les personnes là qui sont dans les cages, en chacune de nous, dans chacune de nos histoires familiales, d'aller regarder ces personnes-là et d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la joie, de redonner un sentiment de joie, parce que c'est ça, en fait, qui va nous montrer le chemin. Regardez la personne qui est dans la cage. Merci, Alice. Je crois que s'il fallait que je retienne quelque chose de ce cheminement que tu as réalisé, qui fut très long, c'est vraiment cela.
c'est regarder cette personne qui est dans la cage. On a tous, hein. Euh, une partie, comme tu dis, hein, toi-même, une personne dans la cage, un autre nous dans la cage. Mais c'est surtout le regarder avec amour. C'est ça. S'il fallait C'est que je ça. retienne quelque chose, c'est ça. C'est envoyer de l'amour parce que tu sais, nos histoires, en tout cas en Guyane, mais aux Antilles, dans les Aux Antilles Antilles. françaises en tout cas, nos histoires sont des histoires de douleur. Nos histoires communes sont des histoires de douleur. Nos lignées ancestrales ont été amenées sur ces terrains-là avec de la force, avec de la bulle, avec de la douleur, avec tout ce qui va avec en fait dans nos histoires. Et dans les schémas que moi j'ai vécus, j'ai vu beaucoup de schémas d'oppression raciale, d'oppression historique en fait, tu vois. Dans les schémas, quand le gendarme blanc me dit, mais de toute façon, vous savez, il n'y a pas beaucoup de chance parce qu'il présente bien. Comment ça, il présente bien? Il présente bien parce qu'il est à moitié blanc, parce qu'il a un joli 4x4, parce qu'il a un bon travail, parce qu'il a une famille des enfants. Et c'est ça, en fait, il présente bien. Et je lui ai dit, il ne ressemble pas au petit voyou du coin de la rue qui deal de la drogue parce qu'il est noir, c'est ça. Donc, il faut être conscient de nos réalités, hein. C'est extrêmement important. Clairement. Quand dans ce schéma-là, je suis la femme racisée, où est mon consentement, en fait? Il ne peut même pas y en avoir. Je suis la femme noire, je n'ai pas de consentement à donner. À quel moment t'as vu qu'on demandait un consentement il y a 400 ans avant de mettre les gens dans une cale? Ben non. Donc, c'est un schéma de douleur. Quand je dis qu'on doit se sortir de la cage, c'est de ça que je parle. C'est vraiment cette partie enfermée, cette partie opprimée, cette partie pétrie de douleur, en fait, qu'on a dans l'ADN, même, parce que ça fait quand même plusieurs générations. Moi, je suis la 7e génération d'une de mes ancêtres arrivées d'Afrique, à Sanrio, et on peut pas ignorer ça. Donc, il y a des schémas comme ça, qui sont des schémas raciaux, qui sont des schémas d'oppression, qui s'insèrent, en fait, dans les dynamiques de genre, qui sont corrélées, en fait. Quand on le regarde bien historiquement, c'est corrélé. Le fait de s'identifier, d'être identifié comme une femme noire, nous laisse très peu de marge pour affirmer notre consentement à l'échelle systémique. Et c'est là que l'enjeu se situe. À partir du moment où on va dire, maudit bout, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, vous êtes bien pour respecter, vous êtes bien pour tendre. Parce que ce qui, moi, m'a donné la force de faire ça aussi, c'est de me rappeler que il y a 7 générations, il y a quelqu'un qui était dans une cale de bateau, qui avait 14 ans. Quand elle est arrivée ici, elle avait 14 ans. Ça veut dire qu'elle a été déportée à 14 ans. Et si je suis aujourd'hui debout pour en parler, c'est parce qu'à un moment donné, elle a continué à vivre. Elle a continué à affirmer son existence. Et elle a continué à faire comme elle faisait elle-même, ce qu'il y avait de mieux, c'est-à-dire perpétuer la vie. Elle a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et c'était pas simple. Si je suis là aujourd'hui, 7 générations après, c'est bien parce que ces personnes-là ont résisté, c'est bien parce que ces personnes-là ont affirmé, c'est bien parce que ces personnes-là, à un moment donné, se sont levées. Je refuse de croire qu'à un moment donné, quelqu'un est venu leur enlever les chaînes, a dit, bon, bah, c'est bon, maintenant vous êtes libre. Ah, merci. Ben non. Donc, s'il y a des traditions qui se perpétuent, s'il y a une langue qui se perpétue, s'il y a une vision du monde qui existe encore aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils l'ont préservé. Et c'est ça qui me donne la force aujourd'hui d'affirmer que mon nom a de la valeur. Et que cette valeur-là, à un moment donné, il va falloir qu'elle soit entendue beaucoup plus largement que ma petite personne. Il y a eu une vraie réconciliation. Donc, voilà. Une vraie réconciliation. On pourrait parler des heures avec toi, Alice. Je sais. Ouais. Prochaine fois. Prochaine fois, parce que malheureusement, il va falloir qu'on se quitte. Je voulais te dire merci, parce que tes mots vont, j'en suis certaine, vont trouver résonance chez beaucoup. Je voulais te dire merci. Merci pour la femme consciente que tu es, la personne consciente que tu es et ce que tu fais. C'est-à-dire à partir de ton expérience, à partir de ce que tu as vécu. Non pas te dire, ok, j'ai réglé mon problème, mais ouvrir les bras, les oreilles pour d'autres personnes qui ont besoin d'entendre des mots que toi, tu aurais voulu entendre à ce moment-là. Donc, merci pour toutes ces personnes qui vont t'écouter. Merci du temps que tu m'as accordé. Et je ne sais pas ce que je peux te souhaiter. Moi, je peux me souhaiter de te rencontrer un jour.
avec plaisir. Ah, ce serait trop bien. Oui, mais tu viens en Guadeloupe? Parce que... Tu viens en Guadeloupe? Oui, c'est prévu. D'accord. C'est prévu. Parce que, en fait, j'ai des ancêtres de Guadeloupe. Et à un moment donné, on va y aller, tu vois. Mais on est très généalogie chez nous. Et donc, ouais, j'ai des ancêtres de Guadeloupe, de Martinique et de la Dominique. Bah, écoute, quand tu passes par la Guadeloupe, sans problème. Avec joie. Mais en tout cas, merci à toi d'ouvrir ces espaces de parole, notre parole qui nous libère, surtout dans nos sociétés où la transmission se fait par l'oral. Merci à toi de perpétuer ça, de perpétuer cet héritage-là que nous partageons toutes. Mais merci à vous de me permettre de le faire, en tout cas. Je te dis à bientôt, Alice. C'est cool. À très bientôt. Bye bye. Hélène. Bye. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.